I said everybody's talking about crime, crime. Tell me who are the criminals? I really don't see them. I don't want. Il y a également le témoin 741. Est-ce qu'il s'agit d'une vidéoconférence ou est-ce qu'il faudra qu'il y ait une vidéoconférence ou non? Le président, écoutez-moi, à la lecture de votre email, je pensais que cela était quelque chose de véritablement urgent et impératif. Eh bien, nous rendrons une décision ce soir ou demain matin. Monsieur McDonald, dans le cas du témoin 369, Monsieur le Président, c'est un peu plus urgent au vu des discussions que nous avons eues avec le témoin. Parce qu'il faut que ce témoin... En fait, j'aimerais m'adresser à la Chambre, j'aimerais pouvoir avoir 5 minutes à la fin de l'audience, si vous m'y autorisez. Le Président, eh bien nous verrons combien de temps il nous restera à la fin de l'audience, sinon nous le ferons demain matin, à la première heure. Ceci étant dit, je vais maintenant donner la parole à la défense de M. Blégoudet. Et il s'agira du dernier volet d'audience qui leur sera consacré. Maître Knopp, je vous remercie. C'est M. Lounon du barreau d'Abidjan, Maître Lounon plutôt du barreau d'Abidjan, qui va s'adresser à la Cour pendant 10 minutes, suivi d'un autre confrère, puis ensuite ce sera M. Charles Blégoudet. Le Président, je vous en prie, vous avez la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, l'éminent philosophe ivoirien, le professeur Paul Zahiri a dit, et je cite, « Le combat de la vérité contre le mensonge et sa violence ne date pas de nos jours, mais la vérité a l'obligation de mener ses batailles. Et pourtant, il n'est pas sûr qu'elle les gagne toutes. C'est au nom de cette quête perpétuelle de la vérité judiciaire, afin que celle-ci triomphe du mensonge, que nous nous tenons par devant vous pour apporter la juste réplique à l'accusation. En effet, pendant 6 heures, il nous a été donné d'entendre beaucoup d'énormités sur mon pays, la Côte d'Ivoire, et sur le co-accusé, M. Blégoudet Charles. Monsieur le Président, honorable juge de la Cour, le drame, oui, le drame, dans l'affaire qui nous réunit ce matin, c'est que le procureur n'a point enquêté. Je ne dirais même pas que l'enquête a été bâclée. Je dis que l'accusation n'a pas enquêté du tout. S'il y avait eu une enquête, l'accusation se serait imprégnée, au moins, de la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire. En effet, l'accusation, dans une démonstration hasardeuse, a tenté de dire ou de vous convaincre de ce que la Côte d'Ivoire était un pays cloisonné, où il y aurait des djoulas musulmans partisans d'Alassane Ouattara au nord et au sud des chrétiens partisans de M. Laurent Gbagbo. Il va même plus loin en affirmant qu'il y aurait des zones à Abidjan, telles que Abobo, qui seraient presque entièrement peuplées de djoulas musulmans, et que ceux-ci auraient été la cible principale de bombardements, tel le marché Siakakoni. Honorable juge, à ce stade de mon propos, je vais vous aider à comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un groupe ethnique dénommé Dioula. Il faut dire que le mot Dioula vient du mot arabe berbère Ya Dialay. J'appelle pour ceux qui transmettent. Ya, c'est Y-A, plus loin D-I-A-L-A-Y-E, qui signifie commerçant ou commercer. Il tire ses origines depuis l'époque du commerce transsaharien, où les Arabes berbères du nord du Sahara commerçaient avec les peuples du Sahara, avec les peuples du sud Sahara, c'est-à-dire les Malinké, les Soninké et les Bambara. Voilà la véritable signification du terme Dioula. Il est juste de dire qu'au nord de la Côte d'Ivoire, y vivent des Malinké.
des Sénoufos, des Tagbana, des lobbies, et j'en passe. Dans mon pays, il n'y a pas de nord musulman et de sud chrétien. Les Sénoufos, qui sont situés au nord de la Côte d'Ivoire, sont en majorité chrétiens et ou animistes. Vous avez l'exemple de l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori Diom, qui, bien que ressortissant du nord de la Côte d'Ivoire, est de confession religieuse catholique. Il y a aussi des Tagbana de Katiola, qui sont bien souvent des chrétiens, comme l'ancien porte-parole de M. Laurent Gbagbo, M. Gervais Koulibaly. Le clivage que tente de créer pour l'occasion, l'accusation est imaginaire et ne reflète en rien la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire. Honorable juge de la Cour, on a tenté de vous convaincre ici qu'il aurait à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire des villes, des quartiers dans lesquels ne résideraient que des djoulas pro-Ouattara et d'autres habités par des pro-Gbagbo. J'aimerais à ce sujet vous citer les propos très édifiants de M. Jean-Baptiste Plaka, éditorialiste sur Radio France Internationale, qui a dit, lors de son émission du samedi 30 janvier 2016, que je cite, « Elle, il paraît de la procureure, se barricade tout simplement dans une caricature des divisions ethniques et régionales. Il n'y a dans aucune ville de Côte d'Ivoire de quartier où ne vivraient que des Djoulas, et que le pouvoir de Laurent Gbagbo se serait permis de bombarder avec la certitude de ne compter que des victimes Djoulas, sans aucun Bété, aucun Nani, aucun Baoulé. » Après les nombreuses critiques qu'elle a essuyées sur l'imprécision de son argumentaire sur le Kenya, l'on se serait attendu à ce qu'elle ne se présente plus à la barre avec un texte rédigé par des gens qui ne font que raconter la Côte d'Ivoire de manière aussi simpliste. Même les plaisanteries par lesquelles les Ivoiriens, entre eux, se taquinent deviennent des références anthropologiques pour expliquer l'animosité à l'égard des Djoulas. Fin de citation. Honorable juge, il n'existe pas de marché en Côte d'Ivoire qui serait fréquenté uniquement que par des pro-Ouattara et qui ferait l'objet de bombardements avec la certitude de n'atteindre que ceux-ci à l'exclusion de tout autre groupe ethnique. Par définition, le marché est un lieu d'échange où se rencontrent des personnes de toutes catégories sociales, ethniques, religieuses et politiques. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, Abobo, contrairement à la thèse du procureur, n'est pas un quartier exclusivement habité par des pro-Ouattara. Pour preuve, de 1995 à 2010, Mme Simone Eivé Gbagbo s'y est fait élire en qualité de députée. Mieux, au cours des élections présidentielles de 2010, les résultats du premier tour donnés par la commission électorale indépendante contredisent la thèse du procureur. M. Henri Konan Bédié y a obtenu 52 176 voix. M. Alassane Ouattara y a obtenu 135 511 voix. M. Laurent Gbagbo y a obtenu 106 364 voix, soit une différence entre M. Gbagbo et M. Alassane de 29 144 voix. L'allégation selon laquelle Abobo serait un bastion de M. Alassane Ouattara est donc un mythe. Au vu de ce qui précède, on ne peut valablement affirmer que la commune d'Abobo serait exclusivement habitée par des pro-Ouattara et qu'il aurait été la cible d'attaques multiples, avec la certitude que ceux-ci seraient indéniablement les seules victimes à l'issue de la conception et de l'exécution d'un prétendu plan commun auquel Charles Blé Goudé aurait participé. Madame et Messieurs de la Cour, la thèse de l'accusation selon laquelle la Côte d'Ivoire serait divisée en deux camps rigides est non seulement simpliste, mais elle est aussi et surtout dangereuse. Dangereuse pour l'équilibre social de mon pays, mis à mal par plus de 10 années de mensonges. Cependant, la division factice entre Ivoiriens n'est pas la seule faiblesse du dossier de l'accusation.
il y a aussi cette méconnaissance ou la tentative de justification des crimes commis par les partisans de M. Alassane Ouattara. En effet, lors de sa présentation, l'accusation a allégué ce qui suit. Entre-temps, pendant le mois de février, les opérations des FDS à Abobo se sont intensifiées. Dans une tentative d'écraser toute opposition rencontrée à Abobo. À leur tour, des groupes de résistance émergents à Abobo empêchaient le mouvement FDS d'ériger des barrages routiers autour et dans Abobo. De temps à autre, ces groupes réussissaient à saisir les armes des FDS et menaient des attaques sporadiques contre les positions FDS. Ce qui a engendré quelques pertes. Chez les FDS. Et les FDS ont répondu à travers des interventions militaires massives. Fin de citation. Ce qu'il faut noter, c'est que ce que l'accusation appelle ici, avec un euphémisme coupable, groupe de résistants, ne sont autres que les membres du commando invisible qui ont tué de sang-froid plus d'une vingtaine de membres des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et des centaines de civils dont les habitants n'en ont pas coûté. Des populations civiles avaient fui la mort pour aller se réfugier dans une église à Anokwakouté. Hélas, la mort les y a retrouvés. Au cours de ce procès, Monsieur le Président, nous vous présenterons les atrocités dont le commandant invisible, qui agissait pour le compte de Ouattara, s'est rendu coupable, même si le procureur tente honteusement de les occulter. Le but ultime de cette thèse étant de vous convaincre de ce que les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, dans la mise en œuvre de leur prétendu plan commun, ont tué et massacré des populations civiles qui ne faisaient que résister aux assauts répétés de ceux-ci. Pire, relatant les événements de la RTI du 16 décembre 2010, il évoque, avec une banalité déconcertante, la mort de 10 membres des FDS tués par des manifestants lors de la marche du 10 jours supposée pacifique. Comment des manifestants que le procureur tente de vous présenter comme des civils non armés ont pu tuer des militaires armés? La réalité implacable que l'accusation tente vainement d'occulter, c'est qu'à partir de décembre 2010, sinon avant, les hommes armés pour Ouattara avaient infiltré tout le district d'Abidjan afin d'y mener une guérilla urbaine visant à imposer Ouattara au pouvoir. Ce qui est d'ailleurs reconnu par plusieurs de ses témoins. Voici ainsi présentée la véritable atmosphère qui règne à Abidjan à cette époque. Réalité et circonstances que feint d'ignorer l'accusation. Aussi, dans le discours très souvent soporifique de l'accusation, il y a plus grave. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu la chose la plus ridicule sur la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, il a été dit ici, dans cette salle, que les gris-gris sont un signe distinctif des ressortissants du Nord. Et y faire allusion serait les stigmatiser en vue de les exterminer. Cette allégation, tout en étant ridicule, est d'une légèreté sans nul autre pareil. Pour l'histoire, sachez que la Côte d'Ivoire, à l'instar de la quasi-totalité des pays africains au sud du Sahara, n'a connu le christianisme et ou le monothéisme qu'avec la colonisation. Même l'islam est arrivé bien longtemps après en Côte d'Ivoire, avec les guerres menées par les Samori Touré et autres. Par conséquent, vous comprendrez que chaque peuple de Côte d'Ivoire a ses gris-gris, ses amulettes et ses pratiques mystiques. Cela ne relève de signes distinctifs d'aucun peuple ou groupe ethnique de Côte d'Ivoire. L'allégation du procureur est donc non seulement hasardeuse, mais tout aussi dangereuse pour une Côte d'Ivoire qui cherche encore ses marques
sur le chemin de la réconciliation. Pour terminer, il me plaît de dire que j'ai pris la parole tout d'abord et avant tout par devoir de citoyenneté. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin d'être aidés, rassurés, d'être éloignés de discours à relents ethniques et religieux. Faire référence de manière récurrente à la religion, à l'ethnie, c'est mieux le couteau dans une plaie qui a à peine cicatrisé. Je vous remercie. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie. Monsieur Zokou va maintenant intervenir. Monsieur le Président, honorable juge de la Cour, il me soit l'honneur, mais surtout le devoir d'apporter à votre honorable Cour de fermes précisions au regard des interventions de l'accusation. Le procureur s'est voulu long, trop long, car il se devait de noyer l'absence absolue de preuves sous une avalanche d'arguties dont la seule fin est de tronquer la vérité et de donner de M. Charles Blé Goudé, de ses actes, de ses déclarations, une vision en parfaite contradiction avec la réalité. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, nous sommes bien forcés de constater que dans le cas qui nous occupe, l'accusation a pratiqué le droit comme d'aucuns dans les temps anciens pratiquaient le latinitas culinaria, autrement dit le latin de cuisine. Car, tout comme le latin de cuisine, que Wikipédia et d'autres dictionnaires définissent admirablement, la démonstration apparemment juridique du procureur, et je cite, sort des usages et normes académiques. Car encore, tout comme le latin de cuisine, son apparente démonstration, et je cite à nouveau, se présente sous deux genres. L'un, en mauvaise part, involontaire ou dû à l'ignorance, l'inexpérience ou la témérité. L'autre, en bonne part, volontaire, fréquemment produit en vue du jeu, de l'effet comique, de la farce ou de la facétie, où l'on peut louer l'ingéniosité de l'auteur. Il est vrai que le procureur a tenté de faire preuve d'ingéniosité, mais nous ne la louerons pas ici. Car ici, devant cette cour, nous ne sommes point dans la commedia dell'arte. Ici se joue la vie de millions de personnes, la vie d'une nation, la vie de deux hommes. Nous ne pouvons donc laisser la farce ou l'ignorance l'emporter sur la vérité, tant les interventions de l'accusation laissent apparaître une prise de liberté inacceptable avec cette vérité. Il en est ainsi, et je vous donne la première illustration, il en est ainsi de la vidéo dans laquelle Monsieur le procureur prétend que M. Charles Blé Goudé s'est présenté en uniforme militaire à la télévision nationale pour affirmer sa qualité de général et ainsi asseoir son influence sur la population. Avant tout, il échait de préciser que cet élément filmé remonte à la période consécutive à l'attaque rebelle de septembre 2002 et non à la crise post-électorale. Nous reviendrons sur cette présentation tendancieuse, mais nous sommes d'ores et déjà amenés à nous interroger. Pourquoi le procureur présente-t-il une vidéo de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, en blanc et noir? Qui connaît la Côte d'Ivoire n'ignore que la RTI diffuse depuis des décennies ses programmes en couleur. Alors, pourquoi cette présentation en noir et blanc par le procureur? Il faudra bien, dans le cours de ce procès,
que le procureur nous dise quelle est la couleur d'origine du document qu'il a présenté. Il faudra bien qu'il nous dise s'il a reçu le document tel qu'il a présenté, et sinon, d'où il a obtenu pour nous le présenter comme tel. Car, si la vidéo présentée l'avait été en couleur, qu'aurions-nous constaté? Que M. Charles Blé Goudé est vêtu d'une tenue plutôt amusante, dont les épaulettes sont constituées de fleurs aux couleurs nationales ivoiriennes, l'orange, le blanc et le vert. Que le chapeau qu'il arbore se présente comme un genre de chapeau melon avec quelques ornements folkloriques, notamment des fleurs, et non pas une coiffe militaire. En somme, on constaterait que Charles Blé Goudé est vêtu d'une tenue d'opérette dont on ne peut déduire, absolument pas déduire, aucune posture belliqueuse, militaire ou militariste. Il s'agit ici d'une simple parodie de tenue militaire, comme pour dire que contrairement à ceux qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire, lui ne se prenait pas pour un soldat, car il avait juste sa parole et ses mains nues, à l'image de son uniforme dénué de tout symbole militaire. En l'occurrence, sans galon, sans grade ni arme. En vérité, je vous le dis, à une certaine époque, notamment celle du Flower Power, Charles Blé Goudé, dans cette tenue, aurait pu passer aisément pour un hippie. Mais ça, c'était avant. C'était avant qu'une simple coquetterie vestimentaire ne soit constitutive de crimes contre l'humanité au dire de l'accusation. Toujours porté par sa quête de preuves introuvables car inexistantes, et j'aborde ma seconde remarque, le procureur y est allé d'une autre trouvaille. Il s'agit de l'extrait d'une interview de M. Charles Blé Goudé accordée à un journaliste en plein air, dans un jardin même, je dirais. Le procureur induit de cet extrait que Charles Blé Goudé y exprime une inclination pour la manipulation des foules. Et pourtant, Charles Blé Goudé, parlant de sa passion pour la communication politique, n'a fait que traduire l'expression d'une quête légitime d'excellence dans une matière enseignée et pratiquée de par le monde et dont, parmi les précurseurs reconnus, se trouvent les références citées tels le Britannique Peter Mandelson, qui est aujourd'hui père à vie du royaume en Grande-Bretagne, ou l'Américain Karl Rove, indépendamment du jugement de valeur que les uns ou les autres peuvent porter sur eux. À l'époque de cette interview, M. Charles Blé Goudé était étudiant. À côté de ses activités, il préparait sa soutenance des DESS en communication politique, un diplôme d'études spécialisées. Diplôme qu'au demeurant, il obtiendra de façon fort brillante. Y avait-il meilleure référence dans ce domaine que ces sommités qui étaient portées au nu, d'ailleurs, dans le monde occidental, au point que d'aucuns les avaient appelés les maîtres du monde? Y avait-il meilleure sommité que ces personnes dans le domaine qu'il a cité? Où est ici le crime? Celui de viser l'excellence dans son domaine d'action. Celui d'être un homme qui veut positivement marquer son temps et ses concitoyens. Est-il envisageable pour, par exemple, un étudiant en médecine qui aspire à devenir
un excellent médecin, de citer comme modèle ou exemple le docteur Knock, ce personnage plutôt loufoque de la pièce de théâtre de Jules Romain, qui était tout sauf un médecin de qualité. Finalement, vu que Charles Blé Goudé entend parfaire sa formation, je crains qu'il ne reste plus au procureur qu'à faire un autodafé de tous les ouvrages relatifs à la communication politique pour l'empêcher de persévérer dans cette voie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, notre ultime précision portera sur une vidéo que le procureur vous a présentée ici. Dans cette vidéo, un individu qui n'est pas Charles Blé Goudé a prononcé la phrase suivante. À chaque Ivoirien son français. Si ma mémoire est certaine, à l'entame de ce procès, le procureur a posé un postulat. Nous sommes là pour juger deux individus, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, et non un pays ou un groupe. Comment le procureur peut-il alors attribuer à Charles Blé Goudé des propos tenus par une tierce personne? La personne qui tient ce discours est-elle Charles Blé Goudé? Non. Voilà comment l'accusation se dit et se dédie. Il n'y a que par la magie du procureur que Charles Blé Goudé, jouissant d'un don d'ubiquité, peut se voir attribuer la paternité et la responsabilité de l'expression à chacun son français, quand bien même il y est étranger. Il fallait pour le procureur que M. Charles Blé Goudé soit son Deus ex machina. Au moins cette tentative avortée du procureur a du bon. Enfin, le procureur avoue devant le monde entier que Charles Blé Goudé n'est pas l'auteur de la fameuse phrase « à chacun son français ». Et pourtant, que d'avanie, que de préjudice, que de tort subi par ce monsieur, Charles Blé Goudé, pour un fait, pour un acte qui ne lui est en rien imputable. Oui, il n'y a que par la magie de l'accusation que Charles Blé Goudé peut également se transformer en porte-parole du président Laurent Gbagbo, et pourtant, M. Gbagbo avait pour porte-parole Feu Désiré Tagro et M. Gervais Koulibaly, qui lui vit encore en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs de la Cour, que retenir de cette énième tentative de tronquer les faits? On retiendra que le procureur, en violation de sa propre parole, vous demande de juger M. Charles Blé Goudé pour ce qu'il n'a pas été et pour ce qu'il n'a pas dit, en somme, pour ce que d'autres ont fait ou dit ou fait, pour ce que d'autres ont dit ou fait. Ainsi, le procureur tente-t-il de nous entraîner dans un monde, dans son monde à lui, où l'absurde règne en maître. Ce monde imaginaire, construit par le procureur à coups de calembredène, je l'appelle l'absurdie. L'absurdie, ce territoire de l'imaginaire juridique où le noir peut devenir blanc, le blanc devenir le rouge, et le rouge dans le même temps se muer en noir. Voici pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, par la présente réplique, nous entendons ramener la cause qui nous occupe dans un monde qu'elle n'aurait jamais dû quitter, celui de la vérité et de la justice. Ce monde, cet endroit, c'est ici devant vous, ici dans le temple de Thémis, ici à la Cour pénale internationale, notre cour à tous, car le temps est venu pour l'accusation de quitter le domaine de l'art divinatoire pour se soumettre enfin
à l'empire de la vérité, de la justice, en un mot, à l'empire du droit. Je vous remercie, j'ai dit.